Bonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième édition de Parole à venir, le nouveau format d'événement en ligne créé à l'initiative de Parole d'élus, qui donne la parole aux acteurs du numérique et des territoires pour réfléchir, échanger et partager autour d'une thématique d'actualité en matière de transformation numérique. Et c'est aujourd'hui en partenariat avec l'APVF, l'Association des petites villes de France, que nous vous proposons d'aborder notre sujet du jour, à savoir la mairie hors les murs, ou comment l'e-administration devient toujours plus une réalité et un enjeu essentiel pour demain. Christophe Bouillon, le président de la PVF, nous fera le plaisir dans quelques minutes d'ouvrir la réflexion et les échanges. Mais avant cela, Laure Haguenau, je rappelle que vous êtes la directrice de publication de Parole d'élus. Pourquoi le choix de ce sujet, la mairie hors les murs? Bonjour à tous. Nous avons choisi la mairie hors les murs en discutant avec l'Association des petites villes de France parce qu'on a bien pu constater tous que depuis quelques années déjà, la e-administration et la dématérialisation des services aux administrés prenaient une part de plus en plus importante. Pratiquement les 3/4 des démarches se font déjà à distance. C'est quelque chose qui a commencé à s'accélérer et va encore s'accélérer. On l'a vu avec la période du confinement, mais ça ne pourra se faire qu'à certaines conditions. Ça ne pourra se faire que si on accompagne les utilisateurs à travers l'inclusion numérique, si on accompagne les collectivités et les services dans cette transformation, et si on crée une relation de confiance entre tout le monde. Et c'est aussi le rôle que doit jouer la cybersécurité là-dedans. Donc, c'est tous ces thèmes qui sont rassemblés autour de la e-administration qu'on a souhaité aborder ce matin et pour lequel on a eu la chance de rassembler le beau plateau que nous avons aujourd'hui. Alors merci Laure, vous préparez la transition puisque pour aborder tous ces sujets, nous accueillons donc aujourd'hui dans les espaces des studios d'Orange Opéra nos invités du jour. Donc, outre Christophe Bouillon pour la PVF, nous aurons les interventions de Cyril Luneau, le directeur des relations collectivités locales d'Orange, de Jean-Michel Maurer, qui est le maire de Trilleport en Seine-et-Marne, puis de Francisque Vigourou, qui sera à distance, et qui est lui le maire d'Igny dans l'Essonne. Et ce sont deux communes très engagées dans les numériques à leurs habitants. Nous aborderons ensuite la question de la cybersécurité des collectivités avec l'expertise de Nicolas Arpagian, vice-président d'Orange Cyberdéfense. Et enfin, Zora Lebel-Setki et Dounia El-Ashkar nous présenteront la solution innovante d'e-administration que développe la start-up Administration Plus. Alors, parole à venir, la deuxième. Nous sommes ensemble jusqu'à environ 12h30. Vous pouvez poser vos questions ou faire part de vos réflexions tout au long du programme via le petit module QNR Parole à venir qui s'affiche sur votre écran. Et nous ferons un point régulier avec Véronique Toulec pour faire remonter vos questions et alimenter les débats. Donc n'hésitez pas à interagir pour nous soumettre toutes vos paroles à venir. Je me tourne donc maintenant vers Christophe Bouillon, président de l'APVF, l'Association des petites villes de France, et qui est par ailleurs maire de Barentin en Seine-Maritime, commune normande de 12 000 habitants. Alors Christophe Bouillon, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour cet état des lieux, qu'est-ce qu'une petite ville et quels sont les objectifs et missions de la PVF qui, je crois, fête cette année ses 30 ans? Oui, c'est ça. Bonjour à tous. L'Association des petites villes de France a fêté récemment ses 30 ans d'existence. Elle regroupe les collectivités comprises entre 2500 et 25 000 habitants, ce qui fait en France une strate de 26 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'elle pèse aujourd'hui dans les débats sur l'organisation du territoire, l'aménagement, sur la question des fractures. Elle est représentée dans tous les départements de France et d'outre-mer. C'est une association qui se situe plutôt dans un axe de proposition, c'est-à-dire que le choix qui est le nôtre depuis un certain nombre d'années, c'est sur tous les sujets qu'on embrasse, sur lesquels on souhaite se positionner, c'est bien évidemment avec toujours des idées à la clé, des idées à mettre sur la table. Il se trouve que non seulement on est présent dans tous les départements, mais on est aussi présent dans des territoires ruraux, périurbains, que des territoires très urbains. On a des communes qui sont des chefs-lieux de petites intercommunalités,
des centres-bourgs et d'autres qui sont des communes de moyenne importance dans des grandes métropoles. Ce qui nous autorise finalement à parler de tout, tant des problèmes dits par exemple de banlieue que des problèmes de désertification médicale ou des problèmes de ruralité. On a participé par exemple à l'agenda rural. Concrètement, pour répondre à votre question, on a souhaité finalement prendre l'ensemble des transitions que vit aujourd'hui notre société. Il y a la transition numérique, elle va nous occuper aujourd'hui, la transition démographique, le vieillissement de la population et ce qu'elle produit comme effet sur les politiques publiques, la transition démocratique, l'envie de participation des habitants, et puis la transition écologique, bien évidemment. Mais ce que j'observe, et je terminerai là-dessus, c'est que la transition numérique, finalement, elle nourrit les autres transitions. C'est bien évidemment que la réussite de la transition écologique dans les territoires, elle passe aussi par un outil numérique. La réussite de la société du vieillissement, elle passe aussi par des outils numériques. Et puis la transition démocratique, c'est-à-dire l'engagement des citoyens, la participation des citoyens dans la commune, elle passe aussi par des outils numériques. Donc on voit bien qu'on a là un enjeu essentiel pour les communes et c'est la raison pour laquelle on a souhaité s'y investir fortement. Et donc, c'est notre sujet du jour. Alors peut-être, avant d'évoquer le champ des innovations mises en œuvre par les petites villes en matière d'administration en ligne, puisque vous savez, on essaie de coller dans ce programme à l'actualité, peut-être pouvez-vous nous faire part de la réaction de la PVF au plan de relance annoncé par le gouvernement sur son volet numérique, avec une question simple. On a 1,5 milliard d'euros pour accompagner la transformation numérique des administrations d'État et des territoires, avec notamment un fonds de soutien de près de 300 millions d'euros pour les initiatives à fort impact, et en particulier donc, sur la dématérialisation des services publics et le télétravail des agents, ou encore 250 millions pour lutter contre la fracture numérique. Donc une question simple, est-ce que cela vous réjouit ou vous dites peut mieux faire ? Ça va dans le bon sens, incontestablement, de mettre sur la table 1,7 milliard d'euros. Forcément, ça va contribuer sans doute à accélérer un certain nombre de besoins des collectivités comme les nôtres sur la question de la couverture, sur la question des usages surtout, et sur l'accompagnement à la dématérialisation et tenir aussi les enseignements de cette période Covid, de confinement, où on a vu parfois une difficulté à avoir des plans de continuité de services publics. Pour autant, et c'est là sans doute un point de vigilance de notre part, il faut savoir le mode d'emploi. Pour l'instant, ce sont des chiffres, mais il faut aussi des mots derrière les chiffres, et c'est là où on sera très attentif, et surtout ne pas perdre de temps. Ce qui me fait peur, sans doute, dans la question du plan de relance, c'est que ça arrive un peu trop tard, sans doute, si on n'est pas capable, là, dans les semaines qui viennent, ou dans les mois qui viennent, à actionner l'ensemble des dispositifs qui sont prévus. D'accord, donc c'est le montant, oui, mais quel mode opératoire et peut-être aussi quelle place pour les collectivités dans... Exactement, on souhaite être associé. On ne peut pas imaginer qu'on investisse fortement dans les collectivités, encore une fois, ça va dans le bon sens, sans qu'on soit à la manœuvre, en tout cas, qu'on puisse dire, à partir de l'expérience qui est la nôtre, comment cibler un peu l'ensemble des fonds qui seront attribués aux collectivités. Alors, autre question d'articulation avec l'État, finalement. L'État s'est fixé pour objectif de dématérialiser 100% des démarches administratives pour 250 démarches phares d'ici mai 2022. Alors les collectivités peuvent-elles et surtout doivent-elles s'articuler avec cet objectif de 100% de e-service public ? Est-ce qu'elle existe déjà aujourd'hui pour l'administrer ? En clair, est-ce que la mairie numérique pourrait devenir la porte d'entrée de l'ensemble des e-services publics ? Pourquoi pas ? En tout cas, moi, je me méfie d'une chose. Vous avez dit 100% de services numériques, 100% d'e-administration. Mais attention à ce que 100% d'e-administration, ça ne signifie pas seulement 80% de citoyens qui sont connectés. Il y a la question de l'inclusion numérique, de l'électronisme, et qui est un fait que l'on perçoit, nous, à l'échelle de nos territoires, lorsque des citoyens viennent nous voir et nous disent « je ne comprends pas, je ne suis pas familiarisé avec l'outil ». Donc il y a un besoin d'accompagnement qui est assez fort. Pour autant, on en mesure bien évidemment les effets positifs, que ce soit sur la question des services rendus à la population, de pouvoir payer en ligne un certain nombre de services, comme la cantine par exemple. Et il y a plein d'autres exemples qui pourront être donnés d'ailleurs par mon collègue Jean-Michel Moret. Mais encore une fois, attention de ne pas laisser sur le bord de la route un certain nombre de citoyens. Et je rappelle une chose qui est importante. Aujourd'hui, il reste en France 3000 communes qui sont en zone grise, c'est-à-dire avec des difficultés
de couverture. Ça reste quand même une urgence absolue, absolue. Il y a un plan de déploiement qui va dans le bon sens, encore une fois. Il y a un engagement financier qui se traduit concrètement par des travaux, mais en même temps, il faut là, sans doute, renverser la vapeur, en quelque sorte, parce que la crainte aujourd'hui de beaucoup de villes de notre taille, c'est que si on revient à un moment de confinement, sans doute ciblé sur des territoires, on sera sans doute à nouveau pas à la hauteur de ces enjeux et de l'utilisation du numérique pour, par exemple, la continuité de services publics. Alors cette transformation numérique, quel est son impact sur l'organisation de la collectivité municipale? Comment cette révolution des usages liée à la dématérialisation transforme-t-elle à la fois le travail des agents et l'organisation des services? Parce qu'on peut imaginer qu'il y a quand même un impact fort pour entrer dans ces process. Concrètement, et on l'a vu au moment du confinement, cette fameuse mairie hors les murs, elle s'est traduite par des agents hors les murs, mais qui n'étaient pas forcément avec les bons équipements. En fait, on n'avait pas pensé le fait de faire travailler les agents. La question du télétravail dans l'administration, ce n'est pas encore ça, en tout cas dans les petites villes. Donc il y a un besoin sans doute à la fois de dotation des bons outils, logiciels, équipements et autres, et de formation aussi, et aussi sans doute de définition de ce qui peut être le télétravail. Et peut-être le basculement sous forme de polyvalence de certaines catégories de métiers vers d'autres. C'est vrai que par exemple, si vous êtes un agent qui travaille sur la voirie, la notion de télétravail, elle est difficile. Mais par contre, il y a peut-être d'autres types de missions qui pourraient être inclus dans la fiche de mission, dans la fiche de poste, et qui basculeraient au moment d'une période comme celle qu'on a connue. Et au-delà de ça, on a besoin sans doute de petites villes, parce que c'est un enjeu sur beaucoup de sujets, de plus d'ingénierie. On a besoin d'accompagnement. On a besoin concrètement, par exemple, parce qu'on n'est pas logé à la même enseigne par rapport aux grosses collectivités, parfois de faire des audits. On a besoin sans doute qu'un intervenant extérieur puisse venir quelques jours dans une commune, regarde un peu le fonctionnement, et puis à partir de son analyse, de son audit en quelque sorte, nous dise écoutez, nous, on regarde tout ça, on va trouver des solutions. En fait, on a aussi besoin de basculer d'un grand classique, c'est d'avoir un chargé de l'informatique en mairie, à aujourd'hui un chargé du numérique. Ce n'est pas la même chose. Ça bascule complètement. Et je pense que c'est une relation différente qu'on doit avoir à ces outils-là aujourd'hui. Parce qu'il y a la dimension d'usage et pas simplement la dimension d'outils. Tout à fait. Il ne suffit pas d'avoir... Jusqu'alors, beaucoup de mairies sont encore, et surtout les petites mairies, alors d'abord, c'était la génération des sites Internet, des choses comme ça. Il y a eu la génération des services en ligne. Mais il y a toujours cette vieille génération de dire l'informatique, ça veut dire seulement équipement. Et vous l'avez bien dit, aujourd'hui, le numérique, c'est l'usage. Et donc, ça change aussi la nature des postes que l'on doit créer, que l'on doit avoir, ou de l'accompagnement que l'on doit essayer de produire autour de nous. Et il y a peut-être aussi la brique de sécurité, de cybersécurité, on y viendra tout à l'heure. C'est un enjeu colossal. À intégrer dans ce nouveau profil de tout numérique qui pourrait venir dans vos mairies, dans les murs, ou hors les murs en tout cas, mais dans la mairie. Ne serait-ce que les RGPD. Et également RGPD. On a besoin d'accompagnement. En parler. Donc, merci Christophe Bouillon. On vous retrouve tout à l'heure pour une synthèse en fin de programme. Nous poursuivons cette séquence état des lieux avec Cyril Luneau. Cyril Luneau, vous êtes à la tête de la DRCL d'Orange, la direction des relations avec les collectivités locales, qui est présente sur l'ensemble du territoire aux côtés des élus à travers 29 délégations régionales. Concrètement, comment Orange s'engage-t-elle pour soutenir et accompagner les initiatives des collectivités en matière de transformation numérique? Bonjour à tous. Donc, merci de me donner l'occasion d'évoquer ces points-là. Vous l'avez vu avec Christophe Bouillon, on a une association qui est très présente et qui est très proche de sa population. Très proche aussi des grands problèmes que l'on a à travailler ensemble. On a bien évidemment une majeure partie des Français qui aujourd'hui utilisent donc l'ensemble des outils numériques, que ce soit dans la vie perso, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans les relations sociales, bien évidemment, dans le divertissement, la culture, et puis l'administration, toute la partie administrative de la vie courante. On a vu dans cette période de confinement qu'il y avait
un révélateur qui reste à développer en fait, et à améliorer. Que ce soit, je l'ai dit, dans la vie perso, mais également et dans la vie pro, puisque les choses ont changé, on travaillait de chez soi, en télétravail. On a vu que ce soit dans l'enseignement, la scolarité des enfants, les choses ont totalement changé pendant cette période. Et que ce soit les équipements, on n'est pas forcément totalement bien équipé pour ce type de période et ce changement qu'on a vu pendant ces quelques mois. Il y a une appropriation des outils, tu l'as très bien dit Christophe tout à l'heure, et les collectivités, on l'a vu, dans ce lien social au quotidien, ont été très présentes pour cette cohésion sociale qui doit être un service de proximité et de premier plan. Les communes, et notamment les petites villes, ont cette particularité d'avoir été saluées et plébiscitées parce qu'elles sont en éternelle adaptation. Cette adaptation, on le voit, elle doit répondre à un certain nombre de choses. On parle de Smart City, qui englobe un certain nombre de sujets. Je vois que Jean-Michel Maurer salue ce logo à travers Smart City, mais en fait, de quoi il s'agit ? Il s'agit de la transformation numérique des territoires. Il s'agit d'avoir des initiatives qui vont permettre finalement de proposer de nouveaux services. Tu l'as très bien dit, Christophe. C'est évidemment économiser, on doit être plus performant, mais également simplifier et créer du lien. Et je pense que Jean-Michel reviendra là-dessus parce que ce soit sur l'éducation et sur l'inclusion, ce sont des thèmes qui lui sont chers. On sait que 20% de la population, finalement, n'a pas forcément accès au numérique. En fait, il y a 3 sujets. Le premier, c'est évidemment la couverture. Tu l'as dit, il y a encore un certain nombre de communes qui n'ont pas accès parce que zone grise, zone de couverture pas satisfaisante. Eh bien, évidemment, on y travaille. Il y a un plan, que ce soit à travers le New Deal pour la partie mobile, mais également le plan national France Très Haut Débit qui fait qu'aujourd'hui, on est le premier pays européen le plus fibré. Donc, on peut faire cocorico de temps en temps. Et Orange, évidemment, est de plein pied engagé dans cette action. On a donc cette histoire de couverture. La deuxième chose, c'est avoir accès aux équipements. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de populations françaises qui n'ont pas accès à un équipement satisfaisant. Je parle de PC, je parle de smartphone, je parle de toutes les périphéries autour, parce qu'on a besoin d'imprimer, on a besoin de tout ça. Donc, évidemment, on a cette problématique-là. Et puis la troisième qui est hyper importante aussi, c'est l'accessibilité à toute la dématérialisation, mais le fait de s'approprier l'ensemble de ces problématiques-là. Donc, c'est l'inclusion numérique, c'est l'insertion professionnelle via le numérique, c'est tout ce qu'on appelait, tu l'as très bien dit, l'électronisme. Et ça, il y a des populations qui sont en fragilité par rapport à ça. Et un opérateur engagé comme Orange doit répondre à ces 3 problématiques-là. Donc, le plan de relance, il faut le saluer. Il y a des montants qui sont très importants et donc tant mieux. Ils sont fléchés donc, à la fois sur la couverture, sur les usages et sur l'accompagnement. Donc, je pense qu'il est totalement complet. Il y a un dernier point qu'il faut déjà maintenant mettre en œuvre, c'est ce qu'on va appeler la transformation numérique des territoires, qui sont un 3e axe, qui est les relais qu'il faut déjà engager aujourd'hui, puisqu'on a eu ce plan qui était sur la partie infra, qui était très importante, qui est une vraie réussite. Il faut maintenant que sur la partie transformation numérique des territoires, on lance ce que va être le territoire de demain, et avec des collectivités qui travaillent ensemble à l'échelle départementale, à l'échelle de l'EPCI, à l'échelle des Comcom, à l'échelle régionale, mais à l'échelle des communes, pour avoir une dynamique commune sur ces projets-là. Alors, et plus précisément, puisqu'aujourd'hui on est avec l'APVF, comment vous travaillez à cette transformation numérique avec les petites villes ? Comment Orange peut aller plus loin pour accompagner cette transformation numérique, cette mairie qui devient toujours plus une réalité concrète? C'est assez simple. Le partenariat que l'on a tissé avec l'APVF, donc l'Association des petites villes de France, est à l'échelle de ce que nous faisons sur le terrain. Certes, c'est une association nationale, mais
elle est riche par ses membres. Et en fait, les liens étroits que nous avons avec cette association, elle se fait justement par rapport à ses adhérents. En fait, Orange, c'est certes, avant d'être un fleuron techno international, avant d'être une grande société nationale, c'est avant tout une société qui est ancrée localement. On est un acteur local avant tout. On est sur tous les terrains. On est un acteur local parce que la boucle locale de réseau, les usages et les services que l'on propose sont des services qui sont locaux. Et donc c'est important de bien le comprendre qu'avant tout, on est cet acteur local. Et les maires des petites villes de France, eh bien, ils connaissent leur interlocuteur Orange. Leur interlocuteur Orange, il n'est pas derrière un 0800. Les maires ont le 06 de l'interlocuteur Orange. Un maire me disait, moi, un 0800, je n'ai jamais réussi à le faire venir dans mon bureau. Oui, évidemment, nous, on est là, on est sur le terrain et on discute tous les jours avec ces acteurs qui sont profondément tournés vers l'attractivité de leur territoire, l'attractivité et le lien aux citoyens. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on développe et on travaille avec notamment la PVF pour réfléchir quels seront les services dont les villes auront besoin demain. Donc c'est ça, à la fois sur le THD, la couverture, les services, les usages, je l'ai déjà dit, le dialogue est dans la construction, et c'est ça qui fait tout le dynamisme de cette construction que l'on a fait et cette collaboration que l'on a avec la PVF. Il y a un an, lors de nos dernières assises à Uzès, Jacqueline Gouraud, avec lequel on a signé ce dispositif, s'est engagée, et c'est en train d'être le cas, de mobiliser l'ensemble des services de l'État, un certain nombre de partenaires, pour très vite mettre en œuvre ce programme que nous attendons encore une fois avec beaucoup d'impatience. Je crois qu'il faut être encore patient de quelques jours, et le gouvernement sera en capacité d'annoncer ce programme et de dire comment, bien évidemment, les communes qui répondront à l'appel à manifestation d'intérêt, à l'appel à projet en quelque sorte, pourront très vite mettre en place l'ensemble des dispositifs. Concrètement, ça s'inspire un peu bien évidemment du dispositif dit Action Cœur de Ville, mais qui était plutôt pour les villes moyennes, mais avec une particularité, on tire les enseignements finalement de cette première vague, c'est que ça concerne des villes un peu plus petites et c'est surtout du sur-mesure, avec une capacité de mobiliser plein de moyens. Et bien évidemment, la question du numérique, c'est un enjeu capital pour lutter contre la dévitalisation des centres-bourgs, notamment par l'attractivité qu'on peut avoir grâce aux usages futurs là-dessus. Et voilà, donc nous, on a dit au gouvernement, petite ville de demain, allez vite et mettez un volet numérique, ça me semble essentiel. Vous savez qu'on a beaucoup travaillé pendant cette période de confinement sur le plan de continuité d'activité. En tant qu'opérateur d'importance vitale, il fallait que les outils, il fallait que la couverture, il fallait que les services soient véritablement présents. On a travaillé pendant cette période à faire en sorte de passer de l'ordre de 10 000 personnes qui étaient en télétravail chez Orange à 55 000 en l'espace de quelques semaines. Donc c'est un travail considérable qui a été fait. Ces acquis-là, en plan de reprise, en PRA, plan de reprise d'activité, eh bien évidemment, on les a solidifiés, on les a consolidés. On a appris de toute cette période-là. On a appris aussi à travailler encore mieux avec nos partenaires, y compris les collectivités. Il faut savoir, par exemple, qu'un point dont tu parlais, Christophe, qui est qu'au tout début de ce plan de confinement, eh bien, les collectivités qui doivent instruire normalement un certain nombre de demandes d'autorisation que l'on peut avoir, eh bien, ont été finalement ont suspendu ce devoir qu'elles avaient vis-à-vis de sociétés, y compris comme les nôtres. Eh bien, ce genre de choses, on peut travailler ensemble pour faire en sorte que si jamais on a une deuxième vague, j'en sais rien, il faudra écouter le gouvernement, le Conseil de sécurité, etc. Mais en tout état de cause, nous, on se prépare. On a évidemment fait en sorte qu'on puisse s'adapter. On voit que Orange a réussi à faire preuve de très, très grande agilité pendant cette période. Il faut savoir que les flux, par exemple, les flux Internet n'ont pas cessé d'augmenter. Les connexions mobiles,
on a fait x3 en termes de volume d'appels mobiles, et à la fois en volume et en durée d'appel. Donc c'est des choses qui sont, imaginez une activité qui est capable de faire x3 en l'espace de quelques heures, eh bien c'est absolument impressionnant. Et tout ça, on a réussi à le faire, donc on a capitalisé sur tous ces points-là, et on sera au rendez-vous, quelles que soient les choses qui arrivent, bien évidemment, et d'une manière très solidaire, comme on a pu l'être pendant cette période. Donc merci à Cyril Luneau et Christophe Bouillon. Nous retrouvons Véronique dans une vingtaine de minutes à l'issue de la séquence suivante, la séquence territoire, que nous débutons à présent avec Jean-Michel Maurer. Jean-Michel Maurer, vous êtes au sein de la PVF, donc vous êtes le maire de Trilleport, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous êtes au sein de la PVF le spécialiste des questions liées à la médiation numérique. Et vous venez d'ailleurs dans ce cadre de publier un rapport sur l'éducation numérique. Et nous reviendrons avec vous dans quelques instants sur les enjeux essentiels de l'inclusion qu'on a déjà abordés aujourd'hui. Mais d'abord, pouvez-vous nous présenter quels sont les programmes expérimentaux et innovations dont bénéficient les Trilportais et les Trilportaises dans cette mairie hors les murs qui nous occupe aujourd'hui? C'est les codes, hein. On n'est pas des rats de laboratoire. Les Trilportais ne sont pas des rats de laboratoire. Effectivement, on nous reconnaît une certaine acuité ou agilité numérique, mais en fait, elle repose sur un constat clair, c'est accompagner les usages et le quotidien. C'est-à-dire que nous, on est parti du concret. Les Trilportais font du numérique comme M. Jourdain faisait de la prose. C'est-à-dire que très clairement, on a essayé d'éviter toute mesure de com, gadgets, etc. derrière l'outil, et nous nous sommes focalisés sur les usages. En fait, l'idée, c'est que l'innovation facilite l'usage, plus qu'elle ne le crée. Et à partir de là, pour que l'innovation elle soit utilisée, parce que c'est quand même la finalité, d'abord, il faut qu'elle soit partagée en interne. Parce que clairement, je réagis un tout petit peu au programme 2022 des 250 mesures qui vont simplifier la vie de tout le monde. 2022, c'est demain. Et il ne faut pas oublier que derrière la simplification, Léonard de Vinci disait que la simplification est la sophistication suprême. Il y a beaucoup de lueur, beaucoup de sueur, beaucoup de labeur, y compris de nos équipes. Donc ce que je veux dire, premier point, oui, sur Trilleport, on est pas mal développé au niveau numérique, mais notre approche, elle est centrée sur le concret, elle est centrée sur les usages. D'accord. Et la proximité, ça c'est important, dans le sens où l'usage doit être partagé par le plus grand nombre, et pas simplement par les GIC. Alors, vous indiquiez dans une interview récente à Parole d'élu que les outils numériques de relations avec les administrés étaient justement tout sauf un gadget, vous venez de le redire, mais devaient servir à faire société. Oui. Alors comment on doit s'y prendre à l'échelle d'une petite ville dans le déploiement de cette administration en ligne pour faire société? À quoi, quelles sont les clés de la réussite? À quoi faut-il veiller plus particulièrement? Alors déjà, respecter les gens. Je vais commencer par le respect, parce que en fait, quand on parle de numérique, il faut faire de la pédagogie. Parce que quand on est dans le mode pédagogue, on est dans le mode condescendant. Je descends, je t'assène la vérité, etc. Donc premièrement, le respect. Deuxième clé, c'est l'agilité. Parce qu'il faut être agile. Alors les petites villes, Christophe ne l'a pas dit, ce n'est pas forcément les plus riches. Par contre, nous avons les mêmes obligations que les grandes, qui ont les moyens. Donc l'agilité fait partie de notre ADN. Nous sommes résilients par nature, les petites villes. Et c'est important parce que c'est aussi une force. C'est-à-dire la contrainte est aussi un levier. On doit déplacer des montagnes des fois pour arriver là où des grandes villes arrivent tout seules. Et d'ailleurs, c'est très important parce que quand on compare sur l'innovation technologique, et je réagis par rapport à l'intervention de Cyril sur notamment le spécialiste informatique, dans ma commune, je n'ai pas de spécialiste informatique. J'ai par contre quelqu'un qui s'est révélé sur la mise en installation d'une messagerie et qui a montré des vraies qualités d'appréhension, d'humilité, parce que très clairement, nous ne sommes pas des techniciens, nous sommes des praticiens, et surtout, plus que tout, il y a une vertu collaborative. C'est-à-dire que moi, je m'inscris en faux et c'est pour ça que je souriais aussi sur Smart City, je préfère la notion de ville intelligente ou ville résiliente. Parce que clairement, il faut éviter la gadgetisation. Parce que la gadgetisation peut mener à une forme d'ubérisation à un moment donné, alors que la mission d'une ville, la mission d'une petite ville, et la pandémie l'a bien montré, on était présents 24 sur 24, proche des gens, anticipant même des fois certaines problématiques, parce que tout simplement,
on respecte les gens, donc on les connaît. Et à partir de là, on essaye d'être le plus efficace en partant d'un champ de contraintes. En fait, on est riche de nos doutes, plus que de nos vérités. Alors je crois que quand on a échangé il y a quelques jours, on disait aussi surtout que la problématique, donc ce n'est pas simplement l'outil, mais qu'il faut être dans un accompagnement inclusif qui prenne l'ensemble des dimensions pour faire société. Parce que, je crois que vous me disiez aussi que les barrières techniques vont finalement peut-être se lever au fil du temps. C'est pour compléter ma deuxième question. Il en restera encore une après. Oui, en fait, si vous voulez, pour moi, la technologie, elle a une obsolescence. La difficulté technique a une obsolescence programmée. Par contre, l'exclusion, elle sera toujours là. Et donc, et c'est ce que nous avons dit au ministre quand il a reçu les associations d'élus, peut-être que la particularité des petites villes, c'est d'avoir cette approche un peu plus globale, c'est de nous attacher plus à la notion de médiation, aux usages, qu'au numérique. Les bots, les assistants, la démarche UX, etc., va petit à petit dédramatiser, va rendre simple. Par contre, il y aura toujours des exclus si on y prend garde. Et c'est-à-dire que derrière les usages numériques, il y a tout un champ d'action sur le troisième âge, mais pas que, sur l'éducatif, mais pas que, sur le culturel, parce qu'on pourrait parler beaucoup de culturel avec peut-être des nouvelles notions. La réalité virtuelle amène des choses, etc. Donc on voit bien que cette notion, elle est essentielle, c'est-à-dire proximité, anticipation, mais partir vraiment du réel en ayant la notion de l'obsolescence de certaines phases technologiques. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'appréhension. Et d'où l'importance aussi pour nous d'avoir un opérateur comme Orange, tant sur la fibre que sur la sécurisation des échanges. Parce que l'Estonie a démontré, on a quand même des séquences historiques qui nous montrent que le numérique, c'est un géant au talon d'Achille, avec des pieds d'argile. Et donc sur cela, il faut faire aussi être vigilant. C'est toute la partie grise que personne ne voit, mais quand on est... je prends un exemple. Là, on a des pannes de réseau depuis 2 ans, et depuis 2 jours, et pas de fibre dans ma mairie, parce que tout simplement, il y a des armoires qui ont été vandalisées. Donc on voit bien quand même que la notion de sécurité, c'est aussi ça qui va nous aider à faire résilience. Une dernière question, Jean-Michel Maurer, vous y avez fait allusion à la crise sanitaire. Est-ce que cette crise a changé la donne ? Est-ce que vous avez constaté de nouveaux besoins à Trillport ? Et quelles sont, en tant que maire, vos attentes vis-à-vis des futurs financements du plan de relance pour soutenir la transformation et l'inclusion numérique, donc avec ces 250 millions pour lutter contre l'électronisme, même si je sais que le terme d'électronisme c'est pas votre préféré, je crois. Enfin, je le trouve très techno et en fait, très clairement, c'est le problème d'exclusion au sens large. Alors, par rapport à la pandémie, à la crise pandémique, quelques remarques. Révélateur de nos faiblesses, révélateur de notre retard, révélateur de nos dépendances. Ça, on s'en est bien rendu compte. Et mon propos n'est pas simplement centré sur ma commune, il est de manière générale, et notamment par rapport au numérique. Un accélérateur aussi de prise de conscience. Prise de conscience de nos retards, mais prise de conscience de l'importance d'avoir des techniques numériques qui soient très opérationnelles, très rapides. On a bien vu la faiblesse, on va dire, des grosses usines à gaz, y compris dans l'éducation nationale avec les ENT, etc. Et le sens vraiment du système D d'enseignants un peu non formés d'abord, premier point, ça aussi, il faut un jour y venir, mais également qui utilisaient des moyens rapides, Zoom par exemple, c'est phénoménal, etc., qui amènent quand même des pistes. C'est-à-dire que globalement, il faut en finir avec la culture de l'usine à gaz. Pierre Hadane disait... passer de la culture pastèque à la culture groseille. La groseille, ça parle bien aux petites villes, c'est la vitalité, etc. Ensuite, je pense que si nous, on était peut-être mieux armés que d'autres, ce n'est pas forcément, d'ailleurs, paradoxalement, par le numérique, mais par l'esprit du numérique, c'est-à-dire notamment le collaboratif. C'est-à-dire mes équipes, y compris le téléphone, et si Luno a entièrement raison, le 06, c'est hyper important, mais le téléphone, y compris pour des personnes qui n'ont pas de l'informatique, c'est vital. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'important, c'est d'avoir des collaborateurs réactifs qui travaillent ensemble et après vient le numérique. Je donne un exemple. On a eu pas mal d'actions de solidarité sur Trillport et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a mis au point des applications à des moments donnés numériques, notamment par exemple quand on a fait des masques pour toute la population, c'est comment faciliter la supply chain de la distribution des masques. Et donc on a conçu avec, pas nous ne sommes pas des techniciens, on a fait le cahier des charges, une application pour que les familles pré-réservent des masques, ce qui a vraiment facilité
la distribution de ces masques. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que ce qu'on a retenu du numérique, c'est d'abord l'effet collaboratif, l'effet qu'il faut être réactif, agile et trouver des solutions avant tout. Voilà. Alors, sur le plan de relance, ce que je dois dire, c'est effectivement 2 volets. Et Christophe l'a bien abordé. Il ne faut pas oublier 3000 communes aujourd'hui sont en zone blanche et zone grise. Après la pandémie, on se rend compte de tout ce que cela veut dire en termes d'épanouissement, mais en termes de vie au quotidien. Ça, c'est vital. C'est la priorité des priorités, c'est que tous nos territoires soient fibrés et la 4G par rapport à ça. Deuxième point, et là je tiens à le saluer, c'est effectivement l'importance des sommes sur l'accompagnement humain. C'est-à-dire que, et globalement, c'est quand même beaucoup de millions d'euros à dépenser en 2 ans, avec la notion aussi de tentation de l'effet d'aubaine dont il faut se méfier, parce que par définition, cet effet d'aubaine sera éphémère. Donc à partir de là, nous, la logique, elle est simple, c'est qu'il va falloir qu'effectivement on essaye de pérenniser l'essai, parce que la médiation, on aura de moins en moins de difficultés techniques d'apprendre le numérique. Par contre, on aura toujours besoin de médiation, ça c'est le premier point. Comment pérenniser cette prime de 2 ans d'emploi? Deuxième point, faire sens et lien. On y vient toujours, le lien, parce que c'est ça qui est important dans la médiation. Et en fait, il n'y a de richesse que d'hommes et de femmes, mais clairement, miser sur l'humain pour combler la fracture numérique, je pense que c'est le bon choix. Et troisième point, être un peu au cœur des confluences. C'est-à-dire que, y compris d'ailleurs pour avoir une pérennité d'emploi sur la médiation, il est important d'avoir des médiateurs qui soient au cœur de plusieurs confluences. On a parlé du 3e âge, on peut parler de l'éducatif, on peut parler de l'intégration, on peut parler de l'éveil culturel. Donc on voit bien qu'il y a quand même des lignes et des pistes qui sont intéressantes par rapport à ce. Il faut que ce plan soit un levier plus qu'un effet d'aubaine. Comme M. Jourdain faisait de la prose, en fait, le numérique était de partout. Ce qui est important, c'est effectivement l'esprit de collaboratif qui doit l'outil n'est qu'un outil, n'est pas la fin. Par contre, il est indispensable partout. Est-ce qu'on a, Véronique, d'autres questions pour Jean-Michel Maurer sur... Bon, je suppose que c'est un non. Nous ouvrons à présent la séquence expertise avec Nicolas Arpagian. Nicolas Arpagian, vous êtes vice-président d'Orange Cyberdéfense, en charge de la stratégie et des affaires publiques. Orange Cyberdéfense, ce sont aujourd'hui plus de 2200 experts qui interviennent en France et à l'international pour le compte de 1600 entités de tous horizons, publics et privés, afin de protéger leur système d'information. Donc vous êtes spécialiste des questions de cybersécurité et vous êtes également l'auteur d'une dizaine d'ouvrages sur le sujet, dont un que sais-je aux éditions PUF, fort justement intitulé « La cybersécurité ». Alors, première question, Nicolas Arpagian. Dans le baromètre numérique publié par l'ARCEP l'an dernier, 40% des Français se disent pas du tout inquiets quant à leur démarche en ligne, mais pour les 60% restants, la principale inquiétude concerne la sécurité de leurs données personnelles sur Internet. Ils ont des raisons d'être inquiets ou... Oui, bien sûr. Bonjour. Bien sûr, évidemment. Pourquoi ? Parce que les données personnelles, déjà une petite définition, c'est tout ce qui permet d'identifier quelqu'un ou de le rendre identifiable. Donc ça va être une photo, un nom, une date de naissance, une adresse, un mail. Et vous voyez déjà que nous produisons, nous stockons, on parlait des collectivités, ces données. Et donc effectivement, elles sont un matériau très utilisé par les pirates parce que ça peut servir de support pour des opérations de fraude, d'usurpation d'identité. Et donc, même quelqu'un qui ne serait pas connu personnellement des pirates pourrait être victime parce que ces données personnelles se trouvent dans une base qui a été piratée. Donc, effectivement, ça concerne tout un chacun, quel que soit son âge, ses qualifications, sa localisation ou son activité. Mais qui sont ces cybercriminels susceptibles de s'en prendre à une collectivité, et plus particulièrement sur une petite ville ? Quelles sont leurs motivations et à quel type de risques s'exposent les petites villes? Alors, on va distinguer globalement 2 types d'acteurs. La première, c'est d'avoir des gens qui vont faire des attaques ciblées, c'est-à-dire que pour des raisons personnelles, individuelles, ils ont effectivement quelque chose contre cette collectivité et donc ils vont s'acharner à trouver un biais, à trouver une faille pour porter préjudice à cette entité. Et puis, il y a également toutes les attaques qui sont déterminées par la détention d'un équipement. Cette commune, elle a une informatique, elle a éventuellement recours à tel ou tel prestataire et il s'avère que l'attaquant
aura l'expertise pour rentrer. Un peu comme je sais voler un modèle de voiture et je vais automatiser le vol de cette voiture et il s'avère que parmi les propriétaires de cette voiture, il y a peut-être une collectivité de petite taille, mais il peut y avoir également un enseignant, un homme politique, un commerçant ou un banquier. Et donc on voit que c'est la nature de l'équipement qui va vous désigner comme cible, ou par exemple si effectivement on pense à des bases de données qui comportent des emails, des identifiants et des mots de passe, si effectivement une de ces bases de données a été piratée, elle pourra être utilisée pour rentrer dans une entité qui, en l'espèce, sera peut-être une petite collectivité. Donc on peut avoir des ennemis déterminés et ciblés et aussi être victime, alors même que l'attaquant ignore tout et surtout n'a rien de personnel, j'allais dire, contre la cible et la victime. C'est un effet d'opportunité. Exactement, un effet d'opportunité. Alors, je sais pas, vous le direz peut-être un peu plus loin, mais est-ce que c'est plus difficile pour les petites villes? Enfin, on a peut-être prévu de le dire un peu plus loin. Jean-Michel Maurer l'a dit clairement, une petite ville, c'est une collectivité qui a les mêmes obligations qu'une grande, souvent avec des moyens plus limités. C'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'elle déjà soit consciente que malgré le charme de son environnement, malgré sa localisation géographique, elle peut être victime. Pourquoi? Parce qu'elle est détentrice de données personnelles. On a évoqué évidemment la caisse des écoles, les offices de tourisme. Enfin, évidemment, elle est gestionnaire de données même financières et donc elle a déjà des obligations. Donc la première chose à faire, c'est qu'elle soit déjà consciente de ça et qu'elle sache ce qu'elle a comme données et les obligations légales. À un moment, il a été mentionné le règlement général sur la protection des données. Une petite collectivité a l'obligation, en cas de perte ou de vol de données personnelles, comme une entreprise, comme une grande institution, de déclarer à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, et au titulaire de la donnée la perte ou le vol de ces données. Donc elle a des obligations. Et une fois qu'elle est déjà informée là-dessus, ça va lui permettre de prendre des positions qui ne sont pas forcément des positions coûteuses en argent ou coûteuses en contribution humaine, mais tiens, j'ai ces données-là, je vais les isoler. Je vais faire en sorte que si quelqu'un rentre, par exemple, par le site Internet, qu'il ne puisse pas avoir accès à cette base. Je vais faire en sorte de les dupliquer. Ça veut dire que si à un moment, elles sont rendues indisponibles, je pourrais y accéder d'une autre manière. Donc c'est plus des règles d'hygiène numérique qu'il va falloir établir et qu'il va falloir tenir dans la durée, une constance. Après, avec des processus, il y a des moyens de se faire accompagner avec des règles assez simples, de manière à ce que limiter l'exposition au risque. Et si on n'a pas pu empêcher une attaque, ce qui est tout à fait possible, et il n'y a aucune honte à être attaqué, au contraire, enfin pas au contraire, en tout cas, il n'y a pas de stigmatisation à avoir, faire en sorte qu'on puisse revenir à une situation normale dans les meilleures conditions avec le minimum de pertes. Et ça se fait justement par une qualification des données et une organisation, quitte à en isoler certaines, de manière à éviter l'effet de contamination. On prend l'analogie, quelqu'un rentrerait dans une maison, il peut naviguer dans toutes les pièces. Là, il s'agit de cloisonner des pièces, les fermer, de manière à ce que si on n'a pas pu empêcher l'effraction, il reste dans la cuisine, et uniquement dans la cuisine, et pas accès aux autres pièces de la maison. Alors, une question un peu d'actualité. Je rappelais que c'est aussi un des objectifs de notre programme. Alors, on a beaucoup entendu que la période de confinement avait été particulièrement propice à des cyberattaques de diverses natures. Alors, les collectivités, et plus particulièrement les petites villes dont nous traitons aujourd'hui, est-ce qu'elles ont été particulièrement touchées et est-ce que ça a pu affecter leur système d'administration en ligne? Est-ce qu'on a des cas effectivement, le confinement, qu'est-ce que c'est? C'est l'accélération du numérique et l'intensification. C'est-à-dire qu'on est obligé de basculer plus vite à plus de fonctionnalités. Il faut reconnaître qu'effectivement, un certain nombre de collectivités n'étaient pas prêtes parce qu'elles n'avaient pas, en tout cas, envisagé de le faire à ce tempo-là. Et elles ne sont pas coupables. C'est qu'effectivement, les circonstances se sont imposées à elles comme à l'ensemble de la collectivité. Donc c'est vrai que nous, on a vu des collectivités être en fait démunies quant au choix des solutions techniques, parce qu'on a évoqué le télétravail. En fait, elles se sont appuyées sur les équipements de leurs agents, elles se sont sont appuyées sur leur box, sur leur équipement à domicile, et donc effectivement, c'est autant de fragilisation. De la même manière que des choix de visioconférence, des choix de transfert de fichiers volumineux ont été choisis, mais un peu par rapidité et sans forcément avoir pris en compte la hiérarchie des risques, le respect de certaines réglementations. Et donc, effectivement, il faut tirer un enseignement de cette séquence-là de manière à faire en sorte que
alors pas forcément un reconfinement, mais en tout cas une intensification des usages numériques, elle se fasse en toute connaissance de cause. Donc c'est vrai que, surtout qu'il a fallu soigner également, j'allais dire, le déconfinement numérique. Une fois que des collaborateurs ont travaillé à distance, ont pris des documents, ont travaillé chez eux avec le niveau de protection qui était le leur, quand on revient, effectivement, ça vaut le coup de faire un espèce de check-up pour se dire, voilà. Mais par contre, ne négligeons pas le retour d'expérience. Souvent, quand on a traversé une période de crise, alors les militaires connaissent cette notion de rétex, de retour d'expérience. Dans les organisations plus petites, moins structurées, on a souvent l'ambition de revenir à une situation normale, un peu, on est content de revenir et d'oublier le passé. Ça vaut le coup de prendre le temps. Avec les élus, on a insisté sur le rôle des collaborateurs. Ils sont pleins d'idées, ils ont eu des confrontations très concrètes, de les solliciter, de dire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a posé problème, ce à quoi il faut renoncer. Un certain nombre d'éditeurs de solutions ont proposé gratuitement, vous savez, leurs services pendant la pandémie. Est-ce que c'était nécessaire? C'était utile? Il ne faut pas hésiter à renoncer à certains services, se concentrer sur d'autres, faire des choix et donc avoir une dimension très humaine. Et je trouvais tout à fait intéressante l'association avec les agents, avec les collaborateurs et même avec les administrés, de manière à ce qu'ils disent, qu'est-ce qui était bénéfique, qu'est-ce qui était, sinon du gadget, en tout cas moins utile, et donc d'avoir cette démarche-là pour au moins tirer profit de cette crise et faire en sorte que on va hausser le niveau de sécurité par une meilleure prise en compte du risque. Alors, on a déjà un peu abordé le point au fil de votre intervention, mais quand on est le maire d'une commune de 5 000, 10 000 ou 12 000 habitants comme Barentin ou Trilleport, comment on doit s'y prendre pour se protéger au mieux, pour protéger ses administrés, ses agents, leurs échanges, ce patrimoine informationnel, quelles peuvent être vraiment les priorités en termes de plan d'action pour une petite ville? Alors, si on devait en citer deux ou trois. Bien sûr, première chose, donc qualification et cartographie des données, savoir ce que j'ai comme information. Deuxièmement, évoquer une organisation, une structure. Est-ce que j'ai des systèmes de sauvegarde, faire en sorte que je puisse revenir et restaurer. Alors, il ne s'agit pas peut-être de faire des sauvegardes toutes les heures, mais ça peut être éventuellement 2-3 fois par semaine, de manière à ce que s'il y a une paralysie, effectivement, on puisse revenir à une situation qui date peut-être de quelques jours, mais en tout cas, revenir à une situation normale. Nous, on a une démarche qui est tout à fait simple. Vous l'avez dit, les petites villes ne sont pas des spécialistes de l'informatique, ce ne sont pas des spécialistes de la cybersécurité. Nous, on a fait en sorte de faire une espèce de package en disant, écoutez, on va vous faire déjà un audit clé en main qui va vous dire, voilà, ce que vous avez chez vous, on va tester les points de faiblesse saillants. Parce qu'il ne s'agit pas de se dire, on va vous enfermer dans une cage de Faraday, on va utiliser le plus haut niveau d'intensité. Il faut un principe de réalité. Et donc, on a des systèmes où on peut avoir un check-up, un état des lieux, ce qui va permettre après de prioriser les éléments de consolidation. Et une démarche qui est intéressante, c'est de faire de la pédagogie auprès de ces agents en leur disant, on n'a peut-être pas une madame ou un monsieur cybersécurité, mais chacun, quand vous cliquez sur un lien, quand vous téléchargez un document, quand vous faites un choix d'un prestataire, c'est peut-être une fragilisation. Donc, c'est de faire en sorte qu'on améliore le niveau de connaissance de manière à ce qu'un collaborateur qui à un moment a un doute sur un lien qu'il a activé ou un fichier qu'il a téléchargé, se signale. Vous voyez, on ne met pas ça sous le tapis, de manière, c'est le principe, les élus connaissent, notamment dans le sud, les feux de forêt, c'est plus simple, en tout début d'incendie, si vous êtes là au moment du départ de feu, il faut 2 seaux d'eau pour l'éteindre. Si vous arrivez plus tard, c'est plus compliqué. Donc, avoir une culture de responsabilité et de dialogue, il ne s'agit pas de stigmatiser celui ou celle qui aurait cliqué sur un lien, parce qu'une mairie, c'est ouvert sur le monde, ça reçoit des sollicitations, ça reçoit de la part de fournisseurs, de la part d'administrés, donc ce n'est pas de s'enfermer, bien évidemment, mais par contre de faire en sorte que par la structure qu'on aura choisie, on évite l'infection. Et on propose à ce moment-là de faire ce qu'on appelle après des tests de pénétration, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura mis en place les règles qui nous semblent souhaitables, salutaires, on va tester. Et c'est inclus dans ces espèces de packages, c'est-à-dire de dire, on va essayer de tester quelques semaines plus tard le niveau de sécurité. Voilà, vous avez fermé la maison, vous avez mis une alarme, vous avez 1 ou 2 volets et une bonne serrure. On va tester et de manière à vous dire, tiens, ça c'était efficace, non, ça ne l'était pas. Voilà, il faut être très lucide dans la vie
qui va être fait de ces systèmes d'information. Et donc, il faut le faire régulièrement de manière à entretenir, parce que la vigilance, ça s'émousse. On va rajouter souvent, et la collectivité, les élus vont proposer des services supplémentaires. Donc, il ne faudrait pas que ça vienne fragiliser. Donc, c'est un exercice d'hygiène numérique à effectuer régulièrement, et ça contribuera à en faire un sujet d'apaisement et donc de sérénité. C'est important que ces usages numériques, en se concentrant sur les fonctionnalités, les outils, les services rendus à la population, ça permette de se faire, voilà, les précautions auront été prises de manière à se prémunir contre les risques les plus essentiels, et donc ne pas être victime, en tout cas avec une grande gravité, en cas de cyberattaque. Se concentrer donc sur les usages positifs. Et sur les données, voilà, savoir ce qu'on a prévenu. comme patrimoine informationnel, et de manière à proportionner le niveau de sécurité. Des solutions existent, elles sont tout à fait maîtrisables par des non-techniciens, et plus on aura justement une culture du numérique, plus on pourra avoir des utilisateurs éclairés. Il faut que justement ils connaissent les risques de manière à pouvoir avoir une attitude éclairée sur ces sujets-là, et ne pas la cantonner à des spécialistes ou estimer qu'il faut être absolument un informaticien absolument avéré pour se sortir. En l'expliquant en termes simples, chacun peut s'approprier le sujet, quel que soit son niveau de connaissance ou sa maîtrise technologique. Voilà. Des utilisateurs éclairés et pas forcément à la lampe à bougie dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Donc merci Nicolas Arpagian pour cet éclairage très, très concret. Nous poursuivons cette séquence expertise avec Zora Lebel-Setki, qui est intrapreneuse, chef de produit au sein de la start-up Administration Plus, qu'elle a créée en 2017. Et nous serons également avec Dounia El-Ashkar, qui en est la chargée de développement. Dounia El-Ashkar qui doit être avec nous à distance. Alors, Administration Plus est donc une start-up d'État qui développe une solution innovante d'administration en ligne, dont la vocation est de débloquer des situations inextricables pour l'usager en mettant en relation des agents et des aidants. Et vous nous en direz plus dans quelques instants, mais d'abord, une première question. Zora Lebel-Setki, c'est quoi une start-up d'État ? De quoi s'agit-il ? Parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre accoler ces deux termes, start-up, État. Certains diraient même que c'est une oxymore pour les plus méchants. On a vocation à améliorer un service public ou à répondre à l'efficacité d'une politique publique. Et on est basé sur 3 valeurs. Faut qu'il y ait un sens, répondre à un besoin, une amélioration continue et une autonomie de l'équipe, qui est rare dans l'administration. La réponse apportée par les administrations intervient dans un délai de 4 jours pour que la personne en situation de vulnérabilité puisse obtenir une réponse. Et on a vraiment pu montrer notre force lors de la pandémie en recueillant le consentement des usagers par téléphone ou par SMS et en apportant des réponses à des personnes qui avaient besoin d'aide et qui n'avaient pas l'habitude de demander de l'aide. Donc tout ce qui était commerce, etc. Donc ce qu'on souhaite améliorer, le plus important pour moi, c'est l'intelligence artificielle. Nous souhaitons que l'aidant, donc la personne qui reçoit l'usager, qui est au contact de l'usager, puisse qualifier la nature du problème, afin que si ce n'est pas un travailleur social professionnel, celui-ci bascule sur une base de connaissances complète. Et cette base de connaissances est enrichie au fil de l'eau, comme sur servicepublic.fr. Et d'autre part, cette intelligence artificielle et cette qualification des mots permettra de recueillir les thèmes, les axes à améliorer pour les élus ou pour les politiques publiques. Et donc, à travers ça, on va influer sur les politiques publiques. D'accord. Donc, l'axe pour Administration Plus, un des développements vers l'intelligence artificielle.
Et la meilleure des démonstrations de l'engagement, c'est effectivement quelques ressources, même si c'est, comme on l'a dit, beaucoup de pédagogie et de comportement, et c'est pas forcément mesuré en somme. C'est vrai que souvent, on est plutôt, alors le seuil, on parle de pourcentage du budget informatique, c'est un indicateur. On estime les différentes études, notamment même pour les entreprises, on considère que 10% du budget informatique serait le niveau d'engagement concret, souhaitable. On est en général en deçà, évidemment, dans les petites villes. Pourquoi ? Parce qu'en général, ça se limite à un antivirus, il y a éventuellement ce qu'on appelle un firewall, c'est quelque chose qui va venir en protection de l'équipement. Mais c'est vrai, quelquefois, c'est même pas d'ailleurs forcément séparé ou distinct dans les budgets, parce que c'est à l'occasion de l'achat d'une prestation, c'est pas forcément distinct. En tout cas, l'idée, c'est que il faut que le sujet soit pris en compte. On a évoqué la mise en cause de la responsabilité, éventuellement en cas de perte ou de vol de données personnelles. Voilà, il y a quand même de plus en plus d'obligations. Et donc c'est vrai que ça vaut le coup à un moment de se poser la question des budgets qui y sont consacrés. Alors sur cette question des budgets, peut-être que Christophe Bouillon, donc, je rappelle, président de la PVF, Association des petites villes de France, vous pouvez nous donner quelques clés sur quel budget consacrent les collectivités. En fait, il y a un phénomène d'optique. Pour une très grande commune, l'achat d'un logiciel ou d'un firewall, etc., c'est une goutte d'eau dans le budget. Pour une petite commune, c'est une dépense qui est loin d'être inconséquente. Et le problème, c'est que c'est le même coût pour l'un comme pour l'autre. Et donc, c'est vrai que proportionnellement, du coup, ça devient une dépense très importante pour les petites villes. C'est vrai qu'elles sont habituées depuis quelques années maintenant à avoir une préoccupation, un intérêt pour la question dite informatique. Encore une fois, les mots ont leur importance. Dans ces petites communes, on parle encore de services informatiques, mais pas de services numériques. Et donc la question, alors il a fallu le prendre un peu rapidement, la question dite du RGPD, Règlement général pour la protection des données. Ça a été une difficulté pour beaucoup de ces petites communes. Mais demain, sur la question de la cybersécurité, dont on a vu en effet pendant le confinement quelles étaient des cibles, sans doute privilégiées parfois, les communes directement, où je voudrais ajouter aussi les établissements hospitaliers, par exemple, puisque ce lien existe avec des hôpitaux de proximité. Beaucoup de maires sont, par exemple, présidents de conseils de surveillance. Et là, on a vu vraiment des attaques assez nombreuses, assez ciblées. Et donc, c'est vrai qu'on est parfois un peu démunis face à cela. Il y a une question de sensibilisation, et je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, ça passe par les collaborateurs. Ça passe aussi par des réflexes, des procédures, des façons, bien évidemment, d'agir et d'être en relation à travers l'outil numérique. Donc je pense qu'il y a besoin là-dessus, sans doute d'une forme de rattrapage et d'efforts assez conséquents en direction des petites villes. Tout à l'heure, Cyril se félicitait, il a raison, sur la question du plan de relance, dans le fait qu'il est assez complet. Et je pense que ce volet-là, c'est-à-dire celui de la sensibilisation, doit être concentré dès le départ, puisque bien évidemment, si on a le bon matériel, logiciel, firewall, etc., mais qu'on n'a pas les bonnes pratiques, il y aura malgré tout encore un espace dans lequel pourront s'engouffrer les hackers, en tout cas ceux qui, bien évidemment, ont de la convoitise vis-à-vis de ces données. Mais vous avez raison. D'ailleurs, la preuve, c'est que la nature de l'activité ne peut pas être considérée comme une protection. À l'occasion du confinement, on a vu un certain nombre d'hôpitaux, de l'assistance publique, même hôpitaux de Paris, donc des institutions médicales qui ont fait l'objet de piratage, alors quelquefois vraiment délibéré. On a pris l'initiative, on a mesuré le phénomène, puisque Orange et Orange Cyberdéfense, on a fait l'initiative d'offrir nos services de sécurité aux hôpitaux, de manière à, dans l'urgence, avec un simple numéro de téléphone, justement, s'il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de monsieur, madame informatique, cybersécurité, mais avec un simple numéro de téléphone, de dépêcher des équipes un peu comme des pompiers. Et c'est là où on a, en tout cas c'était l'occasion de pointer du doigt l'exposition au risque, et donc de manière à ce que désormais, dans la période qui s'ouvre, on puisse tirer les enseignements avec l'accompagnement, préservation, de manière à justement être mieux armé, comprendre le risque et mieux armé pour y répondre si on y est à nouveau confronté. Merci. Est-ce que, Véronique, nous avons des questions ou une question pour Administration Plus, pour Zora Lebelsetki et Dounia El Ashkar? Combien de startups d'État, Zora Lebelsetki, est-ce que vous avez une idée du nombre de structures comparables à la vôtre? Alors, pour moi, il y en a 106, mais je ne suis pas... Une centaine. Il y en a une centaine. Il y en a une centaine. Vous, Administration Plus a été créée en
En 2017, vous étiez plutôt parmi les précurseurs ou... Les concours. Alors en fait, depuis 2014, la direction du numérique de l'État, donc La DINUM, la DINUM, organise des challenges au sein d'administrations volontaires pour offrir la possibilité à un agent de créer son outil numérique. D'accord. Donc ces challenges sont organisés régulièrement. Donc moi j'étais agent et j'ai participé à ce challenge. J'ai présenté l'irritant qui me stressait. C'était lié aux élus. Souvent je travaillais sur servicepublic.fr, le portail de l'administration, et je répondais au second niveau aux personnes mécontentes. Donc des élus, des associations, des particuliers, des étrangers, etc. Et ils se plaignaient tous de ne pas avoir sur un même site l'état d'avancement de leur démarche. Donc j'ai présenté le challenge en vendant du rêve, en disant que moi je promettais que sur servicepublic.fr il y aurait toutes les démarches en ligne. Donc j'ai remporté le challenge, mais bien évidemment c'est pas ce que j'ai créé après. Donc on applique les méthodes agiles. On constitue une équipe, on est accompagné par un coach en ligne agile, par un développeur. Maintenant, nous sommes 6 et on bifurque, on marche par petits pas. Et il y a, sans parler d'une sorte de club, mais est-ce qu'il y a une liaison entre cette centaine de startups d'État? Vous êtes finalement une sorte d'écosystème. Est-ce que vous vous réunissez? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience communs? Oui. C'est une vraie communauté. Donc l'incubateur s'appelle Betagouv. Il existe plusieurs autres incubateurs au sein d'autres administrations parce qu'on a essaimé nos méthodes et ça marche plutôt bien. Surtout, il y a la pré-incubation des collectivités territoriales. On fait ce qu'on appelle un stand-up tous les mercredis où toutes les startups d'État présentes peuvent faire un point en 1 minute sur l'état d'avancement de leur start-up ou de demander des conseils, etc. Tous les 15 jours, on fait des séminaires. On se tient tous au courant et on parle au fil de l'eau et on s'aide tous. C'est véritablement une communauté. D'accord, une dynamique, une communauté. D'accord, donc on voit bien, start-up d'État, c'est tout sauf une oxymore. Tout à fait. Eh bien, je ne sais pas, Véronique, si nous avons encore des questions. Si nous n'avons plus de questions, nous allons déjà remercier nos participants qui nous ont adressé aujourd'hui leurs questions et qui se sont connectés. Vous avez été plus d'une centaine à vous connecter et à contribuer à la richesse de ces échanges. Alors, pour conclure, je me tourne vers Christophe Bouillon pour un mot de synthèse sur notre thématique du jour, avec peut-être une question très simple. L'administration en ligne, cette mairie hors les murs dont on vient de débattre pendant plus d'1 heure, il faut aujourd'hui accélérer, freiner ou doser l'effort? Le concept de mairie hors les murs, il ne faut pas que ça se transforme en mairie hors les gens ou hors les territoires. Je pense que la transformation numérique, elle est en cours. Simplement, la question devient comment la maîtriser. Il faut éviter 2 écueils. C'est que ça soit finalement de l'exclusion numérique, c'est-à-dire que des personnes qui sont en difficulté soient complètement exclues de tout ce dispositif, de ces interfaces numériques, ou l'exclusion territoriale à cause tout simplement de la couverture, ou le fait finalement qu'il y a une difficulté de rattrapage. Depuis des années, la PEF, elle a vraiment un credo, c'est d'éviter la métropolisation non maîtrisée. En gros, on voit bien que se concentrent parfois dans les grandes métropoles, les grandes agglomérations, les meilleurs emplois, les meilleurs services, les meilleurs moyens de transport, etc. etc. Et nous, on dit il faut éviter à ce qu'on passe finalement, vous savez, de la fameuse formule Paris et le désert français à les grandes métropoles et rien autour. Il se trouve aujourd'hui qu'il y a encore 400 000 habitants des grandes agglomérations qui, depuis le confinement, sont encore restés chez nous. Le chez nous, c'est les petites villes. Et donc, le numérique, et là, ça peut être la plus belle des promesses, c'est une façon aussi, sans doute, de jouer la carte de l'attractivité. Parce que ces personnes qui sont chez nous, il faut qu'elles y restent, eh bien, elles demandent aujourd'hui, finalement, un haut niveau de service. Elles demandent en effet que leur rapport à l'administration, et notamment les petites villes, soit comparable à celui qu'on a dans une grande ville. Elles demandent de pouvoir télétravailler.
Elle demande de pouvoir avoir des relations avec les commerçants qui soient digitalisées. Et c'est la raison pour laquelle moi, je demande au gouvernement, qui a aujourd'hui comme projet une nouvelle loi dite 3D, c'est-à-dire décentralisation, déconcentration et différenciation, d'ajouter un 4e D qui est digitalisation, parce que je pense que ces 3 enjeux ne peuvent pas jouer pleinement s'il n'y a pas cet axe de digitalisation. Donc oui à la e-administration, mais à condition bien évidemment de prendre en considération les petites villes. Les petites villes et le 4D avec ce 4e D. Merci Christophe Bouillon. Donc, je rappelle que vous êtes le président de l'APVF, l'association des petites villes de France qui était partenaire de ce 2e numéro de Parole à venir. Et il me reste à vous donner rendez-vous pour notre prochaine session. Ce sera le 9 octobre en partenariat avec Ville de France et nous serons en direct du CIVIM de Nevers pour échanger avec nos invités sur une nouvelle thématique qui sera le numérique, un levier pour la relance des villes médianes. À bientôt donc pour d'autres paroles à venir. Merci à tous.